Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. À quoi ressemblent les papas millésimes 2025 ? C'est ce qu'a cherché à analyser la dernière étude de la DRIZ. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas si révolutionnaire que ça. On en parle dans la première partie de notre émission avec nos invités. Sensibiliser à l'épilepsie, c'est tout le travail d'Épilepsie France. On en parle avec sa présidente en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde vous parlera du Cute Winter Boots, une tendance sur les réseaux américains bien plus politique qu'il n'y paraît. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité éducation du jour avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Le gouvernement tient bon pour l'instant. On ouvre ce journal avec le budget 2025 adopté par l'Assemblée nationale hier et voté par le Sénat aujourd'hui. Mais tout cela ne s'est pas fait sans heurts. Et oui, budget adopté mais gauche divisée après les deux 49.3 dégainés par François Bayrou lundi dernier. 2 motions de censure ont été déposées par LFI puis votées par LFI, les communistes et les écologistes, mais pas par le PS qui a préféré rejeter ces motions de censure, tout comme le RN, au profit de la stabilité de l'État. Et cela ne passe pas pour les insoumis. La députée LFI Mathilde Panot considère que le PS a rompu avec le nouveau Front populaire. Écoutez. Nous prenons donc acte aujourd'hui que le PS a décidé unilatéralement de rompre avec le nouveau Front populaire. Il renie ainsi l'espoir populaire qu'avait fait naître le nouveau Front populaire et les engagements qu'ils avaient pris devant les électeurs et les électrices. La députée Mathilde Panot raccord avec le leader de son groupe, Jean-Luc Mélenchon, qui ne cachait pas sa colère hier lors de son meeting à Agen. Rappelez-vous-en tous, à toutes les élections, nous ne voulons pas être confondus avec eux. C'est plus Olivier Faure qui dirige le PS. François Hollande, sors de ton bois. Assume. Si vous décidez de rompre avec nous, dites-le. Ne faites pas semblant que la rupture vous est imposée. C'est vous qui avez rompu. Et réponse du Parti socialiste, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le chef de file du NFP. Comprendre, ce n'est pas lui qui décide. L'avis d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Il n'y a pas de chef au NFP. Jean-Luc Mélenchon n'est pas le chef du Front populaire. Jean-Luc Mélenchon n'a absolument aucune légitimité sur qui que ce soit. Et donc, moi, je considère que le Front populaire est une coalition où chacun conserve sa propre autonomie et où nous devons continuer à conserver cet esprit qui a permis d'éviter le pire le 7 juillet. Des querelles au sein de la gauche qui se sont en plus cristallisées autour de cette affiche depuis sa mise en ligne. Une affiche qui fait polémique depuis hier soir sur les réseaux. Elle montre Olivier Faure dos à dos avec Marine Le Pen, suggérant une alliance entre le PS et le RN. Un délire qui banalise l'extrême droite selon Alexis Corbière. Un ex-communié de LFI apparenté écologiste désormais, Olivier Faure demande des excuses. Et le chapitre du budget n'est pas totalement clos car il reste encore la partie recette du budget de la sécurité sociale. Oui, et François Bayrou va engager aussi la responsabilité du gouvernement en utilisant le 49.3. Même scénario attendu. LFI a annoncé qu'il déposerait donc une motion de censure. Donc toujours sur la santé, face à l'épidémie de grippe très virulente cette année, la vaccination des enfants est-elle possible ? Eh bien oui, mais de nombreux parents l'ignorent. Seuls 20% des parents sont au courant. Depuis 2023, la Haute Autorité de Santé recommande de vacciner tous les enfants de plus de 2 ans. L'objectif, empêcher les enfants de transmettre le virus aux personnes les plus âgées dans les familles, comme l'explique le docteur Trabelsi, médecin généraliste à Paris, au micro d'Antoine Liffaut sur RTL. Ça va être plutôt par rapport à la protection des adultes et des personnes qui vivent dans le foyer qu'on vaccine les enfants. C'est pas par rapport à l'enfant lui-même qui ne risque pas grand-chose en soi. La vaccination chez l'enfant, elle est plutôt recommandée vraiment chez l'enfant qui présente une fragilité. Alors même s'il s'agit davantage de protéger les plus âgés, certains enfants sont fragiles et seuls 14% des enfants à risque sont aujourd'hui vaccinés. Alors pourquoi les parents ne sont-ils pas au courant, Shirley ? Eh bien en raison notamment d'un manque de communication des autorités sanitaires auprès du grand public. Les campagnes de vaccination contre la grippe n'évoquent que les personnes à risque en premier lieu, donc les personnes les plus âgées. Les enfants ne sont jamais cités, sauf ceux atteints de pathologies particulières. Pour rappel, le vaccin est pris en charge à 65% pour les enfants sans facteur de risque.
Dans le reste de l'actualité, ce chiffre préoccupant, en France, 10% des établissements scolaires sont aujourd'hui vétustes. Oui, tantôt des plafonds effondrés, tantôt des fissures ou des fuites. Et le phénomène prend de l'ampleur. La semaine dernière, des professeurs d'une école maternelle fissurée de toutes parts à Marseille ont exercé leur droit de retrait. Il s'agit de l'école Saint-André-Boisseau. Une maman d'élève a décrit l'état de cette école au micro de Marie Bonnet-Blanc sur RTL. Écoutez. À l'intérieur, c'est délabré. Il y a des fissures dans les classes. Les escaliers, il y a des fissures sous les escaliers qui bougent. Et dont les enfants montent et descendent pour aller faire la sieste, la cantine, la récréation. Il y a des enseignants qui travaillent avec des portes de la classe ouvertes parce qu'ils ont peur de l'écroulement. Mais vous vous rendez compte quand même que même s'ils travaillent avec la porte ouverte, est-ce que eux-mêmes pourront sauver 15 enfants ? Pas de risque d'effondrement, assurent les rapports d'expertise selon la mairie. Marseille n'est pas un cas isolé, même si l'exemple revient souvent. D'après les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale, près d'un établissement sur 10 est vétuste en France. Autre exemple du côté d'Épinay-sur-Seine en Ile-de-France, cette fois c'est un élève qui raconte au micro d'Hortense Crépin sur RTL. Parfois les toilettes sont bouchées. Un jour le plafond s'est effondré. Dans la salle d'en face, il y a des fuites dans les toilettes, dans les couloirs. Et parfois, il n'y a pas de chauffage. On a froid. C'est pas un collège très correct. Et oui, les établissements se font vieux. Ils ont tous été construits, la plupart, entre les années 50 et 80. En réponse au baby-boom et à l'urbanisation croissante, aujourd'hui, cette nécessaire rénovation du bâti relève des compétences des collectivités. Les solutions sont donc de leur côté. En Ile-de-France, notamment, un plan de rénovation sur 10 ans a été lancé en 2017. Plus de 6,5 milliards d'euros pour rénover les lycées. L'État peut aussi jouer un rôle financier dans cette rénovation. C'est ce qu'il a fait à Mayotte ou à Marseille en ce moment. Mardi dernier, on en a parlé dans ce journal, 2 élèves ont été grièvement blessés par des jeunes dans leur établissement ou à proximité. C'était le cas de ce collégien roué de coups à Bobigny et de ce lycéen poignardé à l'abdomen à Bagneux. Alors que faire face à cette violence entre les jeunes ? Alors une violence qui n'a pas spécialement augmenté avec les années. La tendance est même à la baisse si l'on en croit le bilan statistique du Code de la justice pénale des mineurs. Le nombre de mineurs mis en cause dans des affaires judiciaires a été réduit de 25% entre les années 2019 et 2022, même si ce chiffre est à nuancer, attention, car tout ne se résume pas au nombre de procès et de mises en cause pour mesurer cette violence chez les jeunes. Tous les faits de violence ne sont pas toujours rapportés. Cela reste donc assez difficile à évaluer. Quelle réponse à apporter néanmoins pour la sociologue Audrey Tecco, spécialiste des sociabilités et déviances juvéniles. Il y a une véritable difficulté de coopération entre les institutions. Et dans ce contexte, parfois, ce sont les jeunes eux-mêmes qui viennent apporter des solutions. Écoutez, elle était au micro de France Culture ce matin. Il y a des jeunes que j'ai accompagnés pendant 9 mois qui avaient 13 ans quand ils ont fait l'expérience de 2 deuils successives dans des décès liés aux violences entre bandes, et donc ils ont décidé, et ça ils le disent dans la raison d'être de leur association, partie du constat que les acteurs autour de nous sont en difficulté et partie aussi du constat que nous sommes les principaux concernés. C'est un problème qui provient de la jeunesse et nous sommes les plus à même donc d'y répondre. On décidé de se constituer en Junior Association pour aussi ritualiser leur expérience de deuil, et donc ont développé un certain nombre d'actions, des maraudes interquartiers, des maraudes interterritoires, où finalement des jeunes de cités rivales se réunissent pour préparer des repas, pour les distribuer ensuite. Ensuite, ils vont aussi témoigner dans les collèges à l'aide de leurs courts-métrages pour sensibiliser la jeunesse sur cette question. Si vous voulez en savoir plus sur cette question de la violence des mineurs, vous pouvez réécouter la question du jour de Marguerite Caton sur France Culture, un podcast. Une vaste opération de contrôle des chauffeurs de cars scolaires qui a été menée dans toute la France depuis ce lundi. Elle continue après ce grave accident à Châtendun en Eure-et-Loire. Un accident qui a fait jeudi dernier un mort, une jeune lycéenne de 15 ans et plusieurs blessés. Le conducteur avait été contrôlé positif aux stupéfiants sur près de 9000 contrôles réalisés à la demande de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. 49 chauffeurs de cars scolaires ont été testés positifs aux stupéfiants ou à l'alcool. Ils seront tous jugés
jugés en attendant leur permis est suspendu. Ces opérations de contrôle se poursuivront dans les semaines à venir. Côté culture, plus que 2 jours pour profiter du Festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand avec vos enfants. Oui, car ces séances Kids ont été pensées pour eux à partir de 4 ans. Au programme, des dizaines de films dans cette catégorie, dont Burke, réalisé par le Villeurbanais Loïc Espuche, qui va défendre les couleurs de la France aux Oscars dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation. Il a également été sélectionné pour les Césars. Une belle histoire de vacances d'enfants dans un camping et puis du premier baiser, bande-annonce. C'est dégoûtant. Mais dégueu. Et voilà, le festival du court-métrage international à Clermont-Ferrand à vivre, à découvrir en famille jusqu'au 8 février. Merci beaucoup Shirley. Les papas de 2025 sont-ils plus impliqués que leur père ou leur grand-père? C'est ce qu'on analysera dans la première partie de notre émission. Après la dernière étude de la DRIZ sur l'organisation du temps de vie perso et pro de ceux qu'on appelle les nouveaux pères. C'est tout de suite. Alors, à quoi ressemble la paternité en 2025? C'est la question qu'on va se poser ensemble. En quoi les pères d'aujourd'hui sont différents de ceux d'avant? Qui sont-ils? Et surtout, eh bien, ce concept des nouveaux pères est-il une arnaque? C'est la question. On en parle avec Christine Castelin-Meunier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue au CNRS, autrice de « Et si on réinventait l'éducation des garçons » paru chez Nathan, un petit manuel pour dépasser les stéréotypes et élever les garçons libres et heureux. Également un autre livre, « L'instinct paternel, plaidoyer en faveur des nouveaux pères » et cela chez Larousse. Également Laura Verker qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Docteur en sciences de l'information et de la communication. Merci d'être là sur le Grand JT. Et Cédric Rostin qui est avec nous par Skype. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes animateur du podcast Papatriarcat. Cédric est déjà prêt, je le vois, dans sa voiture pour rejoindre l'école de ses enfants. Il nous a fait le papa modèle idéal. On parle de ces nouveaux pères en 2025, mais est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? Et là, peut-être que je vais me tourner vers notre sociologue. Finalement, à chaque génération, on s'est posé la question. En 1980, on les appelait les nouveaux pères. Oui, en fait, ce qui est super du côté de la paternité, c'est l'épopée historique de la paternité. C'est ça qui est génial. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je suis tombée sur les groupes de défense de la paternité et il y en avait qui disaient en fait, il n'y a plus de père et ça, c'est à cause des féministes. Au contraire, il y en avait qui disaient l'important, quand il y a séparation, c'est l'égalité parentale. Voilà. Et alors là, je me suis dit, et mon œil, à cause des féministes, qu'il n'y a plus de père, c'est pas ça du tout. J'ai été voir du côté de l'histoire, de la psychanalyse, de la socio et je me suis rendu compte à quel point, eh bien, ça avait changé. On était passé au Moyen-Âge de l'âge d'or des pères à la Révolution française, à la fin de l'âge d'or des pères. Et en 1970 et 72, le concept de puissance paternelle a été remplacé par l'autorité parentale. Et là, on voit bien qu'il y a eu des changements considérables en matière juridique. Mais ça voulait dire quoi, pardon, puissance paternelle à l'époque? Mais ça voulait dire qu'il avait le pouvoir en termes de chef de famille, au regard de la loi. À ce moment-là, les femmes n'avaient pas de droits civiques et sociaux encore, puisque c'est le mouvement social des femmes, c'est collectif, c'est 1970. Donc on sent bien que là, il y a eu des transformations, mais énormes, très très profondes. Et ça n'a rien à voir avec le fait que les féministes ont pris le pouvoir, soi-disant.
Voilà. Un petit mot, évidemment, Laura Verker, à cette question. Est-ce qu'il y a un réel changement ressenti ces derniers temps sur cette paternité ou en tout cas cette relation à la famille et aux enfants de la part de nos papas? C'est vrai qu'on parle beaucoup des nouveaux pères. C'est une formule qui inonde la littérature, les médias. Ces dernières années, c'est revenu notamment avec les débats autour de l'allongement du congé paternité. Donc on se demandait où en était la paternité, s'il y avait enfin des nouveaux pères. Alors, ce qui a changé, en tout cas, c'est une nouvelle norme positive attendue des pères, c'est-à-dire de la présence. Le père présent, le père affectueux, le père qui exprime une proximité affective, sensible, physique avec ses enfants. Donc ça, de ce point de vue-là, il y a un changement, en tout cas, des aspirations, des volontés des pères d'être plus présents et d'être plus... Voilà. La question, c'est est-ce que c'est une réalité? Alors, dans les pratiques... Ça va être vraiment le débat aujourd'hui. Et pardon de vous couper, mais je voudrais juste faire réagir forcément l'homme de cette émission, Cédric Rostin, qui donc est aussi l'animateur du podcast Papatriarcat. Cédric, je me trompe ou pas? Ou vraiment vous êtes dans la voiture pour aller chercher vos enfants? Est-ce que c'est du fake? Vous l'avez fait pour nous ou c'est vraiment la réalité quotidienne? Non, vous regardez l'heure qu'il est, c'est la réalité quotidienne. Je vais chercher ma fille, après j'irai chercher mon garçon chez la nounou. Mais comme plein de pères, comme plein de parents en fait. Et comme plein de mères le font tous les jours sans qu'on souligne ce fait-là. C'est intéressant de voir que quand c'est un père, du coup, on va souligner le fait que ça arrive. Mais voilà. Alors, si je peux me permettre, peut-être qu'on ne soulignait pas le fait qu'une femme étant avec un enfant dans la rue, ça paraissait absolument normal, alors qu'un père, tout d'un coup, avec sa fille à la main, on se disait « Waouh, mais quel père modèle !» C'est plutôt ça qui se passe, non ? Et vous remarquerez que c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose qu'on a nommé le dad blessing, la sacralisation des pères. C'est intéressant parce que nous, dès qu'on fait un truc, c'est facile. Vous voyez, on change une couche, on a un héros. On va chercher les enfants à l'école, on veut une médaille. Mais les mères, elles, par contre, c'est tout le contraire. C'est à partir du moment, quoi qu'elles fassent, elles vont être jugées. Et nous, on a ce grand pouvoir-là, les pères, dès qu'on fait un truc, c'est formidable. Mais vraiment, c'est ce que vous ressentez, Cédric Rostin, parce que forcément, vous mettez à la fois un sourire quand vous dites ça. C'est la réalité du quotidien, c'est quoi, ce regard des autres? La réalité du quotidien, c'est clairement qu'il y a encore beaucoup trop. Et ça montre le fait que c'est pas encore la norme en fait. C'est que la réalité du quotidien, c'est que on me félicite, on dit à ma compagne qu'elle a de la chance, etc., tous ces mots-là. Et la réalité du quotidien, c'est ça, c'est que quand on fait les choses juste en étant simple parent, en fait, on fait juste le taf. On fait juste le taf de parents. Mais on a cet aspect très positif. Et à la fois, en revanche, de la part de certains hommes ou certains groupes d'hommes, on va avoir par contre des attaques qui peuvent être très violentes. Alors, on fait juste le taf. Évidemment, ça englobe tout parce qu'il y a le taf d'aller chercher ses enfants à l'école et ça toujours, il y a, pardon, et c'est certainement pas votre cas, Cédric, mais il y a toujours l'image qui peut rester là, vacante, le fameux papa modèle. Et puis, il y a sortir le linge, faire le repassage, s'occuper des couches, enfin, tout ce qui est un peu délaissé. J'aimerais votre réaction là-dessus, Laura Verker. Oui, alors ça, en tout cas, effectivement, il y a on parlait des différences entre les aspirations et les pratiques concrètes. Et en tout cas, on peut noter effectivement un investissement plus important des pères dans tout ce qui va être la question du soin des enfants, en tout cas les activités qui vont être les plus valorisées et les plus visibles. C'est pour ça qu'on les félicite aussi, parce qu'en général, quand ils s'investissent, c'est dans des activités aussi visibles, amener à l'école, jouer avec les enfants, la question de l'éducation, etc. En revanche, il y a un écart encore très important avec la question des tâches parentales, mais qui ne sont pas directement liées à l'enfant, mais plutôt celles des tâches ménagères. Donc tout ce qui va en fait aussi permettre que l'enfant évolue dans un cadre agréable et épanouissant, mais bon, voilà, toutes les activités domestiques qui là vont être réalisées dans l'ombre. Et en tout cas, de ce point de vue-là, il y a encore un écart très important entre les femmes et les hommes. On est sorti, Christine Castelin-Meunier, du sacro-saint carcan de l'autorité pour le père et les câlins pour la mère. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais juste revenir sur le fait que, à l'échelle de l'histoire, on est vraiment passé de la paternité
institutionnelle, c'est-à-dire avec un cadre institutionnel de la famille très défini et des rôles très différenciés entre l'homme et la femme, à la paternité relationnelle impliquée, c'est-à-dire qui nécessite la présence et l'investissement à travers le soin, l'attention et la compréhension de ce qu'est un enfant. Et pour moi, c'est ça qui est super intéressant, c'est que il y a une humanisation du masculin grâce à ces rapports, même si à l'enfant, même s'ils sont encore bien en deçà de l'investissement de la mère, parce que à l'échelle de la société, il y a encore beaucoup d'obstacles et il y a encore des difficultés à reconnaître que le travailleur est aussi un père. Hein, et donc il y a aussi toutes ces stéréotypes, ces représentations qui empêchent un peu, parfois aussi, de faire la place au père, et notamment de laisser le père prendre sa place. Et notamment parce que celle qui est le plus représentée, mandatée pour s'occuper de l'enfant, c'est la femme. Et donc l'homme doit finalement surmonter un certain nombre d'obstacles pour aussi avoir un peu une place qui soit, entre guillemets, incontestée. Parce que souvent, on l'accuse de mettre, par exemple, une chaussette qui est pas du tout ajustée. Dépareillée. Voilà, complètement, des tas de choses comme ça. Et moi, j'entends des hommes aussi qui disent, en fait, quand je suis seule avec l'enfant, bien sûr, en toute sécurité, bien sûr, eh bien, en fait, j'ai l'impression d'être un petit peu plus libre, quoi. Alors, je le prends pour moi, on va vous prévenir. Les choses à dépareiller, on est d'accord, ce n'est pas grave. on est OK. Sachez-le, messieurs. Ces nouveaux pères, ou la naque des nouveaux pères, comme titrait la dernière bande dessinée de Stéphane Jourdain, ce sont des papas qui adorent jouer à des jeux, donner le bain et tout ce qui est un peu sympathique et positif, mais pas tellement, je le disais, les lessives, les courses, etc. Est-ce que c'est aussi la faute aux aménagements des temps d'entreprise? Peut-être une réaction, Laura Verker. Oui, en fait, on ne peut pas penser l'égalité dans le foyer domestique sans penser ce qui se passe au travail. C'est deux sphères qu'on côtoie et qui sont liées les unes aux autres. Si on investit dans le travail, on a moins de temps pour être à la maison. Et si on est plus à la maison, on se désinvestit dans le travail. Là, les dernières études de l'adresse ont montré qu'avec la parentalité, les femmes ont 6 fois plus de chances en fait, de s'éloigner du monde du travail. Donc ça, c'est sûr que c'est un facteur important. En tout cas, c'est une condition de pouvoir se désengager aussi de l'entreprise pour pouvoir agir sur les inégalités au sein du foyer domestique. Et ça, on l'a vu, par exemple, il y a des recherches sur l'effet de l'implication dans le congé paternité. Donc, il y a un temps de désengagement de l'entreprise sur l'implication des pères. Et on voit qu'il y a un pic, en fait, d'investissement au moment du congé paternité et qu'en fait, c'est vite oublié et vite rattrapé dès qu'ils reprennent le courant du travail quotidien parce que, on est rattrapé par ces inégalités au travail. Parce que c'est admis surtout. Cédric Rostin, il faudrait... vous recevez beaucoup de monde, j'imagine, sur votre podcast, Pas Patriarcat. Donc, on voit le jeu de mots, pas patriarcat ou papa triarcat. Est-ce que la réaction avec les uns les autres, elle est celle-ci, de se dire, nous on a envie d'une place, mais on ne peut pas toujours, à l'image de ce que disait Christine Castelin-Meunier, on ne peut pas toujours l'avoir, cette place? Il y a d'une part, en effet, on a envie d'une place, on ne peut pas toujours l'avoir. Moi, je garde cette phrase de Bell Hooks, qui est une militante afroféministe géniale, qui dit que le rôle éducatif, en fait, les pères fuient le rôle éducatif et cette fuite est cautionnée par les femmes qui perdraient la seule sphère de pouvoir qu'on laisse dans la société si les pères l'investissaient. Je trouve cette analyse ultra intéressante. Parce que ça montre bien qu'en fait c'est pas juste noir ou blanc, il y a quand même des zones de gris qui se détachent, c'est pas juste les darons qui ont envie de rien faire, etc. Néanmoins, quand on voit un papa changer une couche, on a le droit de se demander qui a acheté des couches et qui a choisi la couche. C'est ça la charge mentale qu'il faut qu'on arrive à investir, qui n'est pas encore faite pour l'instant. Et puis après, il y a aussi quand même le rôle de la société, parce que ce qu'on se dit là aussi, si on veut que ça implique tous les pères et de toutes les classes sociales, etc., je pense qu'il faut vraiment réfléchir ce congé paternité. On parlait d'autonomie. Il faut vraiment le réfléchir d'une manière beaucoup plus poussée que ce qu'on a aujourd'hui. Je pense à la proposition soutenue par Association Parents et Féministes d'avoir un vrai congé paritaire avec une partie du temps où les pères seraient seuls en autonomie avec l'enfant. Une réaction, peut-être, à cette proposition, justement. Oui, mais alors après, effectivement, les recherches qui ont été menées sur l'impact, on va dire, de l'allongement du congé sur les pratiques
le changement des pratiques des pères ont montré que, disons que le congé paternité, en fait, c'est une condition d'un engagement plus important dans les tâches domestiques et parentales, mais c'est pas une garantie, parce qu'on peut proposer un congé paternité allongé, mais après les pères en font ce qu'ils veulent. Et donc l'appropriation et le temps qu'on fait, comment on s'approprie ce temps qui est donné aux pères, en fait là il y a des grandes disparités entre certains qui vont du coup apprendre, s'investir. D'ailleurs on sait que c'est au moment de l'arrivée de l'enfant que se joue en fait, que ça prenne les pratiques, et que se régulent aussi les tâches, les rôles. Donc c'est vraiment un moment important, parce que si le père est pas là au départ, et du coup les habitudes se mettent en place et après c'est trop dur à rattraper. En revanche, il y a aussi parfois ça peut être une double charge mentale pour les mères. Enfin, c'est pas une garantie en tout cas d'une meilleure répartition, mais c'est une condition en tout cas pour changer les choses. Oui, bien sûr, mais c'est quand même très important d'aller vers un congé de paternité plus long, comme dans les pays scandinaves. Et pourquoi comme dans les pays scandinaves? Parce que justement, dans les pays scandinaves, les femmes ont plus de pouvoir et de droits, et il y a plus d'égalité que dans nos pays. Et donc là, ça vaut le coup d'aller vraiment dans ce sens-là. Et ce qui est quand même très intéressant, moi j'entendais des pères qui me disaient, voilà, j'ai pris le congé de paternité, ça y est, je m'y mettais, c'était super et tout. Et en fait, voilà, je dois arrêter et je dois reprendre le boulot. Et comme si, tout d'un coup, c'était un cran d'arrêt dans cette relation qu'ils étaient en train de tisser. Et donc, comme vous le disiez très bien, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et donc, il faut que la société accompagne de mieux en mieux les pères, et en leur faisant véritablement une place aux pères, et aussi avec cette manière de lâcher un peu prise, parce qu'on est dans une société où l'impératif de la bonne mère a augmenté, alors même que les femmes ont moins d'enfants, mais en fait, il y a cette idée de la mère parfaite, de la Wonder Woman qui continue à être une pression sur les épaules des femmes. Et on parlait... C'est pas très nouveau, ça, si. Ah non, complètement. Oui, mais ça s'est accentué. C'est ça qui est impressionnant. Pourquoi? Oui, parce que la femme... Voilà, on n'est pas encore dans une société où il y a l'égalité entre les hommes et les femmes d'un point de vue salarial, d'un point de vue professionnel. Et donc la femme, en fait, elle doit vraiment carburer à tous les niveaux. Elle doit combiner tous les rôles. Et on le voit aussi du côté des jeunes filles. Aujourd'hui, il y a une pression terrible pour qu'elles combattent aussi pour leur place par rapport aux garçons. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'aller vers l'éducation du garçon, et notamment l'implication des pères à la maison. C'est un petit peu un garant pour l'éducation des garçons, pour que ça aille vers moins d'inégalités. Et donc, aller vers une société où les femmes ont plus d'égalité, c'est aussi leur permettre, comme c'était dit tout à l'heure, de prendre un petit peu de distance par rapport à cet impératif. Cette idée que, oui, il faut qu'elles soient une bonne mère, et elles ont du mal à lâcher prise. Et j'ai envie juste de dire qu'il y a la charge mentale, mais il y a la charge morale. À savoir que de plus en plus, avec la question du réchauffement climatique, hommes et femmes doivent aussi se répartir les rôles pour savoir comment vider la poubelle en respectant les normes concernant l'environnement, etc. Donc on se rend compte que le rôle se complexifie et que c'est de plus en plus important qu'il puisse y avoir une communication entre l'homme et la femme sur qui fait quoi et qui prend la place. Et sur les nouveaux couples de manière générale. Et les nouveaux pères. Il y a la perception qui est assez intéressante. Cédric Rostin, je disais encore une fois, il y a tous ces papas qui sont les nouveaux pères dont on parle et qui ont l'envie de s'investir davantage pour leurs enfants et leurs familles. Et puis il y a peut-être tous les autres qui se posent la question, qui ne savent pas trop où se placer. Je pense qu'ils sont assez nombreux. Vous allez me le dire d'ailleurs. Quelle est la perception? Parce que certains, en fait, les pères ont le sentiment d'en faire beaucoup. D'ailleurs, 60% des hommes affirment partager à part égale les tâches liées aux enfants. Bon, 60%, je ne sais pas si c'est réellement vrai. Quelle est la perception des hommes que vous rencontrez et avec qui vous discutez? C'est là où en fait c'est très vrai cette perception qu'ont les pères, mais il faut vraiment croiser les données avec ce que les différents rapports qu'on peut avoir. Oui, c'est vrai que les hommes investissent plus, les pères investissent plus les tâches avec les enfants, mais ils investissent les tâches plaisantes, ils investissent le jeu. Et ils n'investissent pas, encore une fois, ce qui est moins visible, ce qui est moins gratifiant socialement, etc. Et donc ça c'est une réalité. Après, moi, j'invite toujours, c'est bien d'avoir sa perception à soi. Moi, ce que j'invite toujours à faire, les couples, les pères autour de moi, c'est OK, on se pose ensemble et on fait une liste de toutes les tâches qu'on fait et qu'on ne fait pas, et aussi de la fréquence de ces tâches. Et généralement, c'est plus le même pourcentage.
Mais après, on est toujours amoureux ou pas une fois qu'on a fait cette liste-là? Parce que le problème, c'est ça, c'est le couple. Non seulement on est toujours amoureux, mais surtout ça permet de crever un abcès, de péter un tabou et surtout de trouver des solutions. Vous savez qu'il y a même une application qui permet de gagner des petites étoiles quand on fait ses tâches ménagères et tout, de gamifier le truc. On peut trouver ça ridicule, mais moi, si ça peut permettre une meilleure parité des tâches dans le couple, je prends. Mais écoutez, c'est bien que vous soyez pour la parité. Je crois que Cédric Rostin, si je ne me trompe pas, 16h46, oui, il vous reste donc 14 minutes précisément pour aller récupérer vos enfants à l'école. Et comme vous êtes un père parfait, n'est-ce pas? Je vous laisse la voix. Je vous dis au revoir et merci d'avoir participé à cette émission Le Grand JT. Et on vous retrouve, j'espère, prochainement sur le plateau. Juste, il n'y a pas de perfection, juste de la responsabilité parentale. Merci, bonne journée. Il a la baseline. Merci beaucoup pour la punchline. Je reste donc avec Christine Castelin-Meunier et Laura Vercaire pour quelques minutes encore pour clore cette émission. Juste pour cette idée de la perception, un chiffre encore pour cette étude qui a été faite par je crois qu'on dit la DRIZ. Une femme sur 4 et seulement un homme sur 10 déclarent que des désaccords éclatent au moins une fois par semaine sur la répartition des tâches ménagères. Donc bon, une femme sur 4, mais de l'autre côté, c'est un homme sur 10. Qui veut réagir sur cette question? En désaccord? Oui. Qui sont en désaccord sur la manière de se répartir les placer. Oui, alors moi je trouve que c'est super important parce que comme aujourd'hui les places et les rôles se définissent, sont moins institutionnalisés, donc ils se définissent beaucoup plus dans l'interaction, dans la communication. Et donc moi je suis optimiste. Je pense qu'on peut aller vers la démocratie intime, de l'intimité, la démocratie intime. C'est-à-dire que plus on va discuter un petit peu, en mettant un peu de côté les stéréotypes, les projections de la façon dont on pense que l'autre est. Parce qu'on a des tas de représentations a priori sur le mec. Bah oui, voilà, c'est un mec, donc il sait pas faire ça, donc c'est voilà, etc. Donc et pareil, les mecs à l'égard des femmes. Ah bah oui, la femme c'est du côté. C'est plus souvent comme ça quand même, hein. Voilà, franchement. Ouais. Voilà. Non, je vais faire ma petite féministe, mais enfin quand même, c'est souvent les hommes qui ont des avis quand même sur les femmes qui ne sont pas capables d'avoir tel métier, tel métier. Nous, les hommes, complètement, on se dit bon, ils vont très bien faire la vaisselle, hein. Sauf que quand le plat gratin est pas nettoyé, ben voilà, on rouspète. On trouve que vraiment c'est pas parfait, quoi. Là où la femme, elle tient un peu à ce que ce soit un peu bien, quoi, finalement. Parce qu'il y a quand même la transmission et de l'identification qui est en place quand même. Et je voulais simplement dire que cette répartition, elle peut se discuter. Qui fait quoi? Il y a des choses qu'on n'aime pas faire, il y a des choses qu'on préfère, et comment on se répartit les places et les rôles, y compris en famille, le samedi ou le dimanche, et comment on a. Laura Vercaire, la démocratie de l'intime, ça vous parle? Oui, je tenais juste à préciser aussi, parce que du coup, on dit que les pères s'investissent plus, et donc on ne comprend pas pourquoi il y a des inégalités qui persistent, qui stagnent, etc. Mais effectivement, c'est aussi parce que en fait, les mères s'investissent plus aussi. Enfin, il y a un investissement parental en termes de temps qui est globalement plus élevé qu'avant. Donc en fait, les deux s'investissent plus, mais l'écart... Avant de notre génération ou il y a 300 ans? Non, notre génération par rapport à la génération, par exemple, années 70, etc. Enfin, il y a une attente dans l'investissement parental qui est aussi plus élevée. Et alors peut-être que moi je prendrais le contrepoint aussi. Je pense qu'il faut aussi accepter peut-être de faire des choses pas agréables. Malheureusement, la recherche de l'égalité, c'est pas un alignement des planètes heureux où on pourrait à la fois s'investir dans la parentalité de façon joyeuse et puis garder la même place en entreprise, avoir la même position. Il y a aussi des pertes, et je pense qu'il faut aussi accepter le fait que possiblement prendre un long congé paternité pour un homme, ça va être de renoncer à une promotion, de renoncer à un poste. De faire des choses qui sont pas agréables, qui sont pas gratifiantes à la maison. Et il y en a, et ça fait partie la parentalité. C'est le lot commun de beaucoup de femmes depuis de nombreuses générations. Oui, mais en même temps, comme les hommes ont un salaire supérieur, du coup, il y a un coût au niveau de la famille. Mais justement, il faut que ça s'arrête, ça. Soyons sur le salaire égal. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux d'être restées sur ce plateau du Grand JT. Laura Vercaire, docteur en sciences de l'information et de la communication. Christine Castelin-Meunier, sociologue au CNRS et autrice de ce livre. Et si on réinventait l'éducation des garçons, paru aux éditions Nathan. Merci beaucoup. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Tous les matins, je vous donne rendez-vous dans La Quotidienne pour une interview exclusive avec une personnalité qui parle pédagogie ou parentalité. Ne manquez pas non plus l'Anti-Sèche pour décrypter l'actualité à partir des programmes scolaires. Et puis, en fin d'émission, les conseils de nos chroniqueuses en matière de littérature jeunesse, de pédagogie, d'alimentation ou de parentalité. À très vite.
De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Delphine Dannecker. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente d'Épilepsie France. On va parler de l'épilepsie, d'autant que la journée internationale de l'épilepsie est le 10 février prochain. On peut dire qu'il n'y a pas une épilepsie, mais des épilepsies. Exactement. Déjà, c'est 700 000 personnes à peu près qui sont touchées, soit 1% de la population. Troisième maladie neurologique après la migraine et les démences. Et pourtant, eh bien, peu de personnes connaissent réellement l'épilepsie. En effet, c'est une maladie polyforme qui touche 1% de la population à tous les âges de la vie. Et c'est un petit peu difficile à décrire, étant donné que la forme la plus courante, en tout cas celle qui marque le plus les gens, sont les crises tonico-cloniques généralisées. Ce qu'on appelle, en gros, on imagine des convulsions. Oui, c'est ça. C'est comme un orage dans le cerveau où on disjoncte et le corps ne maîtrise plus les signaux du cerveau. Et donc, ça se traduit par des convulsions quelquefois, mais il s'agit parfois simplement d'absence. On va décrire des enfants, par exemple, à l'école, qui vont être dans la lune, on va avoir l'impression qu'ils ne sont pas là pendant quelques secondes. C'est aussi une forme d'épilepsie, et puis des crises partielles qui vont provoquer des mouvements d'un seul côté du corps, par exemple. Donc c'est une maladie qui a de multiples formes, de multiples origines, qu'elles soient génétiques. On peut devenir épileptique après un accident de voiture, après un choc traumatique. Voilà, il y a plein de raisons. Ça peut être de naissance, à cause d'une forte fièvre. Voilà, il y a plein de cas. Oui, plein de cas, plein de symptômes. On disait une épilepsie, non, des épilepsies, et donc autant de complexité, si je peux dire, à diagnostiquer justement cette maladie. Vous parliez d'enfants qui sont de temps en temps un peu dans la lune, un peu absents. Comment fait-on pour pouvoir justement sensibiliser peut-être le personnel de l'éducation à ça, ou du moins les infirmières scolaires ? Alors on le fait très régulièrement parce que les crises graves, les crises tonico-cloniques sont impressionnantes et peuvent perturber la vie de la classe. Et puis malheureusement, quand une épilepsie, dans 30% des cas, n'est pas stabilisée avec des médicaments, eh bien ça provoque des crises à répétition quelquefois et quelquefois en classe. Pour autant, les enfants qui vivent avec une épilepsie ont toute leur place à l'école. C'est aussi pour ça qu'on milite. C'est pour ça qu'on fait des sensibilisations dans les écoles, mais aussi dans le milieu ordinaire, comme on l'appelle, avec, pour les personnes adultes, par exemple, l'emploi, les entreprises, afin de favoriser l'inclusion des personnes qui ont une épilepsie pharmacorésistante qui se voit. Quelquefois aussi, lorsque la maladie ne se voit pas forcément, les médicaments peuvent avoir des effets secondaires qui ont un impact sur les personnes. Et par exemple, vous allez avoir des personnes qui vont être beaucoup plus lentes, qui vont avoir du mal à se lever le matin, non pas à cause de la flemme, mais juste à cause des traitements qui peuvent être lourds, parce que ce sont des médicaments qui agissent sur le cerveau, qui sont là pour calmer en fait cette espèce de sensibilité très forte des neurones qui provoquent les crises d'épilepsie. Donc pour calmer tout cela, bien les médicaments ont parfois des effets assez importants sur le comportement. Ou sur la mémoire aussi. Et sur la mémoire, parce qu'ici, on est sur School TV, donc on parle aussi beaucoup d'éducation. C'est vrai qu'à l'école, les enfants qui sont victimes d'épilepsie, qui sont atteints d'épilepsie, se retrouvent aussi confrontés à ça. Un travail assez compliqué sur la mémoire. Tout à fait. Alors, j'étais ce week-end dans une école assez particulière à Toul-la-Rouate, près de Châteaulin, dans le Finistère, qui est le seul établissement en France entièrement dédié aux épilepsies de l'enfant et de l'adolescent, qui accueille une centaine d'enfants avec une école intégrée et un collège intégré. Eh bien, les enfants qui passent par Toul-la-Rouate, j'ai écouté beaucoup de témoignages ce week-end d'anciens élèves, dont ma fille fait partie, puisqu'elle y est restée 5 ans, qui disaient que ce qui était difficile en classe ordinaire, c'était le regard des autres, beaucoup victimes de harcèlement, parce que dès qu'on fait une crise, ça impressionne. Ça provoque souvent le rejet, la peur. On a peur d'inviter cet enfant aux anniversaires. Et tout de suite, il est un petit peu mis de côté. Une crise parce qu'en fait, tous les enfants ne peuvent pas être sous traitement ?
Alors, il y a 30% des épilepsies, quelles qu'elles soient, qui sont, des personnes épileptiques, qui sont pharmacorésistantes, c'est-à-dire qui résistent à tout traitement. Bien souvent, lorsqu'on a le diagnostic d'une épilepsie, après 1 ou 2 crises, on va chercher à vaincre les crises, à les maîtriser, à ce qu'il n'y en ait plus. Mais dans 30% des cas, on a beau chercher pendant 1 an, 2 ans, différentes molécules, différents traitements, rien n'y fait. Et donc, ces personnes continueront à faire des crises. Pour autant, chez les enfants, il y a des épilepsies qui guérissent au moment de l'adolescence, naturellement. Voilà, c'est une affaire du cerveau qui bouge, qui grandit. On le connaît avec d'autres maladies comme l'asthme, par exemple, ou certaines allergies, effectivement, à la naissance et qui s'échappent à l'adolescence. On l'espère pour certains enfants. C'est vrai que si on prend la population générale, il y a à la fois la maladie à gérer, les traitements, les crises potentielles et puis aussi l'effet, les conséquences de ces crises-là. Par exemple, aller à la piscine, on peut imaginer qu'il peut y avoir une noyade potentielle, un accident de la route. Bien sûr, alors le premier réflexe va être de protéger et voire surprotéger l'enfant, ce qui n'est pas du tout le bon réflexe en fait. Nous, on milite justement au contraire pour qu'il n'y ait pas cette double peine pour les enfants qui apprennent qu'ils ont une épilepsie et qui se sentent tout de suite rejetés. J'ai quelques exemples d'enfants qui tout de suite vont être exclus des voyages de classe parce qu'on se dit oula, on va pas gérer s'il y a une crise. Mais si, en fait, ça se gère et cet enfant ne mérite pas d'être exclu du voyage de classe. On va avoir des enfants également qui vont être exclus du cours de natation. Il y a plus d'épileptiques qui décèdent par noyade. Pourquoi? Mais pas à cause des crises, parce que personne ne leur a jamais appris à nager en raison de leur épilepsie. Donc c'est un petit peu contre cela qu'on milite, nous, contre ce réflexe de tout interdire d'office, alors que finalement, le sport fait beaucoup de bien, la vie sociale fait beaucoup de bien. Donc on ne veut pas que ces enfants aient un pronostic social engagé à cause de cette maladie. Pour la natation, il y a des choses très très simples, de demander une surveillance rapprochée au maître nageur. Mais ces enfants ont tout à fait le droit et la possibilité d'apprendre à nager comme les autres. Alors ces enfants, effectivement, on l'espère, ont la même éducation que les autres, mais il y a bien sûr des adaptations à faire, à la fois de la part des familles, de l'entourage, du suivi médical. Lorsqu'on parle des 30% qui n'ont pas de traitement, il y a donc les autres, les 70% restants qui sont sous traitement. On peut imaginer qu'ils peuvent avoir une vie totalement normale grâce à ce traitement-là ? Oui, bien sûr. Certains enfants n'ont pas du tout de conséquences de leur épilepsie et avec un traitement régulier, avec une hygiène de vie régulière, ils arrivent à vivre une vie tout à fait normale. Et puis pour tous les autres qui ont des fatigues, qui ont des lenteurs, qui ont plein de petits soucis liés à leur épilepsie, les PAI par exemple permettent d'adapter. C'est vrai qu'il y a des problèmes de mémoire liés au traitement, c'est sûr. Moi, j'étais surprise quand ma fille, je lui apprenais ses tables le soir et le lendemain, il n'y avait plus rien. Pourquoi ? Parce que l'activité dans le cerveau la nuit était très forte et ne lui permettait pas du tout de retenir, en fait. Donc voilà, il peut y avoir plein de conséquences et d'effets un peu néfastes de la maladie ou des médicaments. Pour autant, généralement, les enfants arrivent à suivre une scolarité, on va dire, normale. Ce sont les traitements à vie ? Bien souvent, oui, mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'épilepsie peut évoluer. Et donc, on peut tenter des diminutions de traitement quand ça va mieux, quand les crises sont de plus en plus espacées. Et puis, à l'adolescence, comme le cerveau change, le cerveau grandit, tout ça bouge. Et puis, il y a aussi d'autres solutions, comme la chirurgie de l'épilepsie pour les cas les plus graves. Que faire en cas de crise d'un proche ou d'un enfant ? Peut-être rappeler, parce qu'il y a pas mal d'idées reçues sur l'épilepsie, comme c'est assez impressionnant, effectivement, une crise, ces convulsions. Peut-être rappeler les meilleurs gestes. Alors, les gestes, c'est surtout de mettre la personne en position latérale de sécurité, d'éviter qu'elle ne se blesse. Comme la personne n'est pas consciente, elle va avoir tendance peut-être à tomber sur quelque chose qui va la blesser. Donc, éviter, enlever tout ce qui craint autour et qui pourrait générer une blessure. Et puis, rester à côté de la personne, surtout ne pas la laisser seule. Vérifier le temps qui passe, c'est-à-dire quand une crise dure plus de 5 minutes, il vaut mieux appeler les secours.
Si la personne reprend normalement conscience, eh bien, elle va être très très fatiguée parce que son cerveau s'est débranché et se rebranche. Donc il faut le temps que la machine se mette en route. Surtout, et ça j'aime à le dire devant les médias, c'est important, et devant le grand public, ne rien mettre dans la bouche. Voilà. Ça, c'est une vraie idée reçue. C'est une vraie idée reçue. On n'avale pas sa langue, elle est bien accrochée. On ne peut pas s'étouffer et surtout ne pas chercher à mettre les doigts parce que comme le cerveau de la personne ne commande plus, elle peut très bien vous mordre très fortement et ça peut être très désagréable. Ça ne risque rien. Voilà. Quelquefois, certaines personnes ont sur elles des petits protocoles d'urgence. Et puis, elle peut porter avec elle un traitement à faire en cas de crise prolongée. Mais en général, la crise passe au bout d'1 ou 2 minutes et la personne est certes très fatiguée, mais revient vite à elle. Mais revient vite à elle. En fait, il n'y a pas de danger, a priori, dans 95% des cas, gravissime. Même plus de 95% des cas, tout à fait. Il existe toujours un risque et il y a des décès de crise d'épilepsie. Mais si on fait attention à ce que la personne ne se blesse pas, normalement, on y arrive. Merci beaucoup d'être venu parler de l'épilepsie, une maladie neurologique trop peu connue. Il faut en parler autour de vous et bien sûr aussi dans les écoles pour sensibiliser tout le monde à cette maladie-là et surtout à la prise en charge de ces enfants et aussi des adultes d'ailleurs et de vos proches. Merci beaucoup Delphine Dannecker d'être venue, présidente d'Épilepsie France. On va tout de suite retrouver Shirley pour sa chronique. Cute Winter Boots, c'est le nom d'une tendance devenue virale sur TikTok aux États-Unis. Alors, ça veut dire jolies bottes d'hiver, ça on a compris. Mais contrairement aux apparences, eh bien, ça ne veut pas dire ça du tout. Alors clairement, si ce n'est pas la mode dont on parle de quoi, Charlotte ? Eh bien, de politique, oui. Les internautes américains utilisent cette expression pour parler incognito de sujets sensibles. Voilà, c'est ce qui se passe et je m'explique. C'est un langage codé sur TikTok, comme sur les autres réseaux sociaux. Il y a des règles strictes qui concerne donc les termes employés. Et si on ne les respecte pas, on peut voir son contenu supprimé ou restreint dans sa visibilité. C'est ce qu'on appelle le shadow ban. Généralement, ces restrictions concernent la désinformation, les propos haineux ou bien parfois la critique des autorités. Alors, que font concrètement les Américains ? Eh bien, ils intègrent l'expression « cute winter boots » dans leurs vidéos, dans leur hashtag. La voix parle aussi de bots, on entend bots, mais à l'image, c'est une toute autre histoire. Regardez ici avec Béatrix Kido, 54, qui titre sa vidéo « Jolie botte d'hiver en solde », mais en réalité, elle dénonce sur des feuilles qu'elle fait défiler à l'écran ces arrestations et déportations massives de migrants ordonnées par Donald Trump, opération menée par l'Immigration and Customs Enforcement, ICE pour le sigle. Autre exemple avec l'internaute Christina Coton qui a publié récemment une vidéo avec pour titre « Chicago avait de très jolies bottes d'hiver aujourd'hui, idem ». Comme vous le voyez, l'image n'a rien à voir avec des bottes. Elle montre une manifestation où on peut lire sur les pancartes, tout plein de messages et de revendications. Aucun de nous n'est libre avec les couleurs arc-en-ciel en soutien évidemment à la communauté LGBT. Sur une autre pancarte, les travailleurs devraient avoir le pouvoir, pas les milliardaires. Et sur une autre encore, abolir la police de l'immigration avec un FU Trump final bien évidemment codé, je vous laisse décrypter. Et puis il y a aussi Ghost Forent, un TikToker ou une TikTokeuse camouflée qui met encore des bottes en avant et dans la description de sa vidéo, mais qui montre en fait une sélection de livres emblématiques qui portent sur les injustices sociales et l'oppression systémique. J'ai nommé La ferme des animaux de George Orwell, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, L'attrape-cœur de Salinger, Les raisins de la colère de Steinbeck et pour finir, les États-Unis ont une constitution, petit rappel, non négligeable. Cute Winter Boots, c'est donc une tendance détournée utilisée pour résister et se mobiliser face à l'administration Trump et à tout ce qu'il fait. Il faut dire que pour alimenter la contestation, M. Trump ne manque pas d'idées. Hier encore, il proposait de transformer la bande de Gaza en station balnéaire. Sait-on pourquoi cette expression a été choisie, Shirley, et surtout qui l'a utilisée en premier ? Alors, on ne sait pas exactement qui l'a lancée, mais il y a plusieurs hypothèses qui circulent sur son choix. D'abord, jolie botte d'hiver, c'est une expression assez inoffensive qui brouille les pistes sur la plateforme.
mais ce serait surtout une ruse algorithmique puisque TikTok favorise, vous le savez, les contenus commerciaux en utilisant un titre qui pourrait ressembler à une promo. Les vidéos ont donc plus de chances d'être mises en avant par la plateforme. Enfin, certains y voient un jeu de mots avec l'acronyme ICE, on l'a dit, Immigration and Customs Enforcement, police de l'immigration et des douanes, ICE qui signifie donc glace en anglais, joli bas d'hiver, glace. Voilà le lien. Cette stratégie, cette technique de contourner l'algorithme par un langage codé, est-ce que ça porte un nom? Oui, ça s'appelle l'algo-speak, une pratique de plus en plus répandue sur le web. On l'a vu avec la pastèque, par exemple, qui a été utilisée maintes et maintes fois en soutien aux Palestiniens, puisque les couleurs de la pastèque rappellent évidemment le drapeau du peuple. Ce n'est donc pas un hasard si un article du magazine L'ADN compare TikTok à Radio Londres en ce moment, référence évidente au message codé de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, il faut le rappeler, tout cela se passe dans un climat de crainte de plus de restrictions numériques aux États-Unis. Je rappelle que TikTok américain devait être acheté, puis il a été interdit, puis rétabli. Bon, l'avenir de la plateforme reste aujourd'hui assez flou et beaucoup d'internautes trouvent que les choses ont changé. Des vidéos auraient été supprimées pour des raisons assez obscures. Appréhension, paranoïa, réalité, difficile de savoir. TikTok, de son côté, affirme ne rien avoir changé. Pour conclure, une petite phrase de George Orwell. Vous aimez George Orwell, Bien sûr. Virginie? Alors on conclut avec lui. À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Et nous, on va rajouter, même si elle se cache derrière de jolies bottes d'hiver. Pas mal du tout. On n'aura pas ce problème avec Meta. Voilà, petit clin d'œil. Merci beaucoup, Shirley. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Est-ce qu'aujourd'hui, ça marche toujours aussi bien? Qu'est-ce que vous constatez justement? Est-ce que les jeunes qui sortent de formation, parce que les métiers ne cessent d'évoluer, notamment avec l'intelligence artificielle, ont besoin continuellement, quelque part, de nouvelles compétences qu'il leur faut acquérir et que vous devez maintenant leur transmettre? Quel est votre point de vue là-dessus? C'est une excellente question. C'est vrai que les compétences que l'on demande évoluent très vite et puis aussitôt apprises à l'université, quelques années après, elles deviennent obsolètes une fois en entreprise. Ouais. Ma recommandation, c'est, si on prend un petit peu de recul, c'est d'essayer de basculer d'un monde où on se forme beaucoup ponctuellement dans sa vie, donc jusqu'au Bac+5, à peut-être quelque chose de plus continu. Moi, j'aime bien appeler ça le lifelong learning, donc se former tout au long de sa vie et de manière continue pour se tenir à jour des compétences et pour que des évolutions de chacun de nos métiers par la tech et l'IA. En ce moment, effectivement, on vit une vague IA assez intéressante. On en parlera dans un instant, mais sur un autre public. Et puis très clairement, il faut que tous arrivent à se prendre un petit peu en main pour rester à jour sur ces compétences qui ne sont pas inaccessibles, mais qui demandent au moins de faire l'effort de s'y mettre un petit peu. C'est un livre qui est né, si j'ai bien compris, d'une conversation téléphonique avec votre mère. Oui, c'est ça. J'ai lu ça dans un entretien que vous avez donné. Il y a eu une circonstance un peu curieuse, c'est-à-dire je suis allé écouter une conférence sur l'écologie qui portait précisément sur les abeilles. Et juste après, j'ai eu ma mère au téléphone. Et puis, elle n'écoutait pas vraiment ce que je disais, ça ne l'intéressait pas. J'ai eu un sentiment d'incompréhension totale. Et pendant que je marchais en rentrant chez moi, je me suis dit, il y a un rapport. Il y a un rapport entre la disparition des abeilles et la difficulté de parler avec sa mère. Et au moment d'arriver chez moi, j'avais la solution. Le rapport, c'est la notion de système. Pourquoi? Parce qu'une famille, c'est un système. Et évidemment, la planète Terre, on nous l'explique, c'est un écosystème. Si vous ne comprenez pas le lien, c'est parce qu'en fait, vous n'identifiez pas votre relation avec votre maman comme étant inscrite dans un grand cycle qui est celui de la vie et de la mort. Et donc, avec la relation à la mère, on peut interroger l'écologie d'une nouvelle façon, et inversement, avec l'écologie, on peut regarder sa mère d'une autre façon. Donc ça marche dans les deux sens. Enfin, le bébé parfait, on le répète, parce que moi, quand je change une couche, ça dure 30 secondes. Je me suis pris 5 coups de pied, tu sais. Il me manque 5 dents. Et là, lui, c'est en accéléré. J'imagine que ça doit durer bien peut-être 10 minutes, facile. Oui, pour un changement de socle, à peu près 10 minutes. Après, on est aidé. Alors, qu'est-ce qu'on a vu exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous avez fait exactement? Alors là, on a changé son socle. D'accord. Donc, on le change à peu près tous les 2 jours. D'accord. Donc, j'ai un spray spécial pour enlever l'ancien, pour éviter de trop lui faire mal au niveau de la peau. Ensuite, là, comme on peut voir, il est quand même assez rouge. Donc, on lui met un petit anneau pour éviter que les sels restent, quand elles vont stagner, abîment encore plus la peau. On met un petit peu de poudre aussi pour quand ça sointe. Ensuite, on met le socle et la pâte.
C'est comme un petit joint, en fait, pour éviter les fuites. Et ensuite, on rajoute un peu de poudre et la poche. Quand avez-vous décidé de poster sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram? Et pourquoi? Alors, je l'ai fait, en fait, parce que moi, c'est vrai que je me suis sentie complètement démunie face à la maladie. Je me suis sentie complètement seule. Même si on a la famille, les amis, c'est vrai que tant qu'on n'a pas un enfant handicapé, on ne voit pas ce que c'est. Et je me suis dit, je vais faire ça pour montrer à d'autres parents que on est tous capables, hein, parce que de base, moi, je suis vendeuse, hein, je ne suis pas infirmière. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages en privé de certaines mamans qui sont aussi en sous-nutrition parentale pour d'autres maladies. Et c'est vrai que sur le coup, on se sent moins seul. Et il y a beaucoup de parents qui me disent « c'est top ce que tu fais, parce que du coup, ça nous donne le courage ». Il y a d'autres mamans... En France, et pas seulement? Ah si, mais heureusement Google Trad existe, hein, parce que moi, je ne parle pas allemand ni anglais, et encore moins polonais. Mais non, c'est vrai que ça peut donner de la force à d'autres parents qui sont au tout début du processus. Tant mieux pour eux. Ils sont nombreux, les gens, à venir sur le plateau en disant « mais on peut faire tellement plus ». Et quelque part, il y a tellement d'entrepreneurs qui viennent aussi sur ce plateau et qui proposent des solutions révolutionnaires, qui sont là pour aider les enseignants et les élèves. Et derrière, parfois, on a un peu l'impression que justement, il y a un décalage entre ces solutions technologiques qui existent aujourd'hui, qui sont concrètes et réelles, et son application, leur implication dans le système éducatif français. Très clairement, on peut faire plus. Bien sûr, au niveau déjà de l'adoption, on se rend compte que aussi bien chez les enfants, l'adoption est massive. On parle de plus de 34% des élèves qui utilisent quotidiennement des IA. J'ai lu cette stat récemment dans la presse. Pour les professeurs, je pense qu'ils sont finalement un peu en dessous. Donc ça serait intéressant qu'eux sachent adopter les outils qui leur sont à disposition aujourd'hui, mais dans un contexte d'enseignement, bien sûr. Et puis aussi, ce qui est plus important aussi, c'est dans la compréhension. Qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes noires pour savoir finalement comment on accompagne tout le système, que ce soit les étudiants ou les élèves, dans l'usage de l'IA. C'est très très important. J'ai tendance à dire, moi j'aime bien dire ça, que si on devait dire quel bac a passé ChatGPT, il a passé un bac L, attention. Donc il sera plus fort sur des sujets littéraires ou d'histoire-géographie ou en tout cas livresques que sur des sujets scientifiques ou de sciences dures. Donc voilà, c'est des exemples comme ça sur lesquels on peut accompagner ludiquement des enseignants et des enfants sur l'usage des IA. Maxime Rovère, on dit souvent que l'amour d'une mère est total et imprescriptible. En fait, vous nous expliquez que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que les sentiments sont ambivalents. Oui, c'est-à-dire qu'on a tendance à survaloriser l'amour comme quelque chose d'exclusivement positif. Pas exactement. Dans l'amour, il y a de l'attachement. Dans l'attachement, il y a la tentation du contrôle. Et bien sûr, puisqu'il y a ce rapport d'identité très complexe entre mère et enfant, en vrai dire entre parents et enfants, hein, ça c'est pas spécifique à la mère. Et bien du coup, évidemment qu'il y a la tentation du contrôle dans les deux sens, parce qu'il faut aussi penser que la mère c'est celle qui vieillit pendant qu'on est adulte, qui va peut-être devenir dépendante, et on voit des effets de contrôle se retourner de l'enfant vers le parent de manière très brutale. Dans ce contexte-là, comment faire? Eh bien en fait, il faut repenser l'amour autrement, c'est-à-dire qu'il faut penser l'amour comme un lien qui nous unit de manière confuse, de manière ambivalente, vous l'avez dit, et qui suppose en fait que nous entrions dans une posture qui n'est pas du tout celle ni de la plainte permanente, ni de l'acceptation absolue, mais plutôt d'un certain travail. Et ce travail, c'est celui que j'ai désigné par un terme qui paraît comme ça simple, mais qui en fait est une véritable dynamique, c'est cette certaine qualité de présence maternelle. Celle qui fait que quelqu'un qui tombe est relevé, que quelqu'un qui est triste est consolé, que quelqu'un qui a peur est réconforté. Dans toutes ces attitudes qui sont des attitudes en fait de soins, on reconnaît évidemment la figure d'une mère rêvée, et le propos du livre est de dire « ne rêvez pas de cette mère, ne vous plaignez pas de ne pas l'avoir eue, soyez là ». David Hirschsprung, on parle de maladies rares, de quoi parle-t-on, Florence ?
Alors, on parle d'une maladie qui a une prévalence d'un enfant sur 5000, qui touche à 80% les garçons. Il faut savoir que la maladie du Hirschsprung, c'est une maladie, neurologique, parce qu'elle touche toute la partie neurologique du tube digestif, et qui part en fait du rectum et qui remonte à l'estomac. C'est une maladie qui part du bas vers le haut et qui est non évolutive. C'est une maladie, on est avec. Et on doit faire avec la forme et ce qui nous reste de système digestif, donc c'est-à-dire de côlon et d'intestin grêle. En préparant l'émission, et je vous pose la question, Aurélie, et effectivement Florence vient de le rappeler, ces chiffres, un enfant sur 5000 est touché. On parle encore de maladies rares, est-ce que ça vous étonne? C'est plutôt assez conséquent, je trouve, les chiffres. Pour moi, c'est vrai que la maladie, avant qu'Adrienne l'ait, je la connaissais déjà parce que mon mari est atteint de cette maladie. D'accord. À l'époque, on a eu Amaury. On nous avait dit qu'il n'y avait aucun souci, que nos enfants n'auront jamais la maladie. Ouais. Amaury, votre premier enfant. Voilà, c'est ça. Et notre premier n'a aucun souci de santé. D'accord. Malheureusement, là, on a eu un rendez-vous avec la généticienne hier. Elle nous a dit une chance sur deux que les enfants de monsieur aient cette maladie. C'est tombé sur notre deuxième enfant. D'accord. Et par la suite, Adrielle aura une chance sur deux pour que ses enfants soient atteints de cette maladie aussi. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT. On vous retrouve peut-être cette semaine, la semaine prochaine. Oui. Peut-être. Bon, revenez, s'il vous plaît, revenez. La réalisation aujourd'hui, c'est Xavier Sanchez. Le son, Saïd Mamou. Le maquillage, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous et à demain. Ciao.